Ces 10 dernières années, le nouveau sultan d'Istanbul a bien foutu le bordel dans les relations internationales. La Turquie, souvent qualifiée de pont entre les cultures, semble aujourd'hui à l'étroit dans ses frontières. Et quand tonton Erdogan tente de restaurer la grandeur de l'Empire ottoman, il n'en fait qu'à sa tête et donne le tournis à ses voisins. Entre les embrouilles territoriales avec les Grecs, les Chypriotes et les Kurdes, la gestion des migrants et les relations incertaines avec l'Europe, la Turquie se montre de plus en plus insaisissable. Aujourd'hui, dans Stories of Conflict, on vous explique en 5 minutes les paradoxes de la Turquie actuelle. Pour démêler la complexité de la Turquie actuelle, il faut comprendre l'influence de l'histoire. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman est à son apogée sous Soliman le Magnifique, qui contrôlait alors l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Anatolie, la Crimée et l'ensemble des Balkans jusqu'aux portes de Vienne. Pas mal pour des types qui sont à l'origine des mercenaires venus de plaines de Mongolie et d'Asie centrale. Les sultans ottomans sont alors les chefs spirituels du monde sunnite. Leur culture rayonne sur pas moins de 5 millions de kilomètres carrés et une mosaïque impressionnante de peuples. Les ennemis sont clairement identifiés. À l'ouest, les royaumes chrétiens. À l'est, la Perse. Mais l'apogée conduit au déclin, et le 19e siècle ne va pas faire de cadeau à ces Turcs insolents qui ont tant fait trembler l'Europe. La diversité ethnique devient une faiblesse. Les Grecs sont les premiers à obtenir leur indépendance en 1830, puis, une à une, les possessions ottomanes tombent. Humilié par les Occidentaux, Abdulhamid II, le sultan rouge, encourage la haine religieuse pour renforcer son pouvoir. Les Arméniens en sont les principales victimes. C'est le prélude à l'atroce génocide orchestré 2 décennies plus tard par les Jeunes Turcs, mouvement ultranationaliste au pouvoir depuis 1909. Entre 1915 et 1916, de 1,2 à 1,5 million d'Arméniens sont tués, sans distinction d'âge ou de sexe. Dans le camp des perdants, à l'issue du premier conflit mondial, le traité de Sèvres de 1920 réduit le territoire à peau de chagrin. Des pans entiers de l'Anatolie sont donnés aux Grecs, et on promet l'indépendance aux Arméniens et aux Kurdes. Mais c'était sans compter sur Mustafa Kemal, futur Atatürk, qui se lance dans une guerre patriotique qui donnera naissance à la Turquie actuelle. La République est proclamée le 29 octobre 1923. Des déplacements massifs de population sont organisés. 1,6 million de Grecs doivent quitter l'Anatolie quand 400 000 musulmans de Grèce sont expulsés vers la Turquie. Atatürk va ensuite s'atteler à la construction d'un État-nation moderne et laïque avec une occidentalisation à marche forcée. En 1945, la Turquie s'aligne définitivement sur les intérêts occidentaux. Elle bénéficie du plan Marshall et intègre l'OTAN en 1952. Ce sera le rempart contre l'avancée communiste vers la Méditerranée. Oh là là, un mur! De 1950 à 2001, la jeune République fait le dur apprentissage de la démocratie. Pas moins de 40 gouvernements, une violence politique permanente, une répression récurrente des minorités, une guerre interne contre les rebelles kurdes du PKK et une multiplication inexorable des attentats islamistes. Seules les interventions répétées de l'armée permettent d'éviter le pire, mais on est loin de la stabilité. Jusqu'à l'arrivée d'Erdogan, qui devient Premier ministre en 2003 avec l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement. Au début, tout se passe bien. Il fait profil bas et poursuit patiemment les négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Puis, il va se radicaliser progressivement. Son élection en tant que président en 2014 va de pair avec une concentration toujours plus forte des pouvoirs entre ses mains. Mais la purge qui a eu lieu après le coup d'État avorté de juillet 2016 montre à quel point les divisions internes sont grandes. 150 000 fonctionnaires sont alors limogés et 55 000 personnes arrêtées arbitrairement. En Occident, la Turquie d'aujourd'hui apparaît comme un pays brutal, autoritaire, antidémocratique et d'un nationalisme ultra exacerbé, qui utilise les migrants comme monnaie d'échange, mène une politique de plus en plus belliqueuse et se refuse toujours à reconnaître le génocide arménien. Alors pourquoi une telle agressivité ? On l'a vu, le passé du pays est important pour saisir le caractère turc. Il faut aussi bien comprendre que la Turquie est un carrefour entre plusieurs mondes, méditerranéen, arabe, européen, russe. Et cette position n'est pas toujours confortable. Depuis les printemps arabes de 2011, toute la géopolitique régionale est chamboulée. Lorsque la guerre a éclaté en Syrie et en Irak, la Turquie s'est sentie menacée. Le regard est donc maintenant tourné vers l'Est et le Sud, là où les risques et les enjeux sont les plus gros. Le pays partage en effet plus de 1200 km de frontières avec ses 2 voisins, dans des régions où les rebelles kurdes du PKK sont particulièrement actifs. L'objectif de sanctuariser le territoire face aux dangers extérieurs justifie tous les coups bas. En 2019, Erdogan profite du retrait américain pour bombarder le nord de la Syrie, territoire sous contrôle des Kurdes, pourtant alliés des Occidentaux. Objectif, créer une zone tampon entre les 2 pays empêchant toute porosité.
À l'ouest, l'horizon européen, lui, s'éloigne. D'un côté, les négociations d'adhésion ont immédiatement buté sur la question de Chypre, petite île dont 30% du territoire a été envahi par la Turquie en 1974 et qui cristallise les tensions. De l'autre, les Européens n'ont pas su proposer de plan B alors que les Turcs accueillent toujours 2,3 millions de réfugiés sur leur sol. Un record mondial, ce qui renforce le nationalisme. Alors les leçons de morale des Européens sont mal reçues, vexantes, surtout quand on a été relayé au rang de pays tampon. En réponse, Erdogan est de plus en plus provocateur et se fait un malin plaisir à narguer l'Europe avec les réfugiés comme instrument de chantage, mais en utilisant aussi une partie de la diaspora turque à des fins politiques sur le vieux continent. Un homme ici n'a pas sa place, traître parmi les fidèles, je vais l'éliminer. Bref, l'autoritarisme d'Erdogan s'explique donc en partie par les multiples tensions dans le voisinage de la Turquie qui réveillent les tiraillements internes du pays. La société est divisée, le cul entre deux chaises. Orient ou Occident? Laïcité ou retour à l'islam? Imposition de la turcité ou reconnaissance des minorités? Jusqu'à présent, la stratégie nationaliste et autoritaire d'Erdogan fonctionne. La nouvelle constitution fait de lui un président tout-puissant. Et une majorité de Turcs continue de voir en lui un homme providentiel, seul capable de ramener l'ordre et de les faire rêver. La contrepartie, c'est l'isolement de plus en plus fort du pays à l'international. Alors attention au trop plein de confiance, cher Recep. Car à force de s'isoler, on peut rapidement devenir une véritable tête de Turc.